Nathalie Baye était une star populaire, discrète, qui avait joué dans des films de François Truffaut, Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier, Claude Chabrol. Ce qui frappe, c'est la variété, évidemment, de rôles. Elle nous a quitté vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy ou Lévy, je ne sais pas comment on le dit. C'est une maladie qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu vendredi 10 à l'église Saint-Sulpice avant son inhumation dans la stricte intimité, a annoncé lundi sa famille à l'AFP. Laura Smet, l'unique fille de Nathalie Baye qu'elle a eue avec Johnny Hallyday, s'est exprimée hier. J'ai perdu la moitié de mon cœur. C'était la meilleure mère du monde. Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment. Encore, mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément. Alors, Julien Pichenet, ce qui nous intéresse, aujourd'hui, on parlera des réactions après sa mort, mais ce qui nous intéresse, c'est cette filmographie exceptionnelle. Ouais, cette filmographie sur laquelle on s'est repenché, évidemment, ce week-end. Et vous parlez de la variété des rôles, la densité de sa filmographie, surtout dans ses premières années, dans les années 70-80, est absolument exceptionnelle, parce que je ne vois pas avec quel grand cinéaste elle n'aurait pas tourné à cette époque-là. Vous avez rappelé... je crois que c'est Sautet, finalement. Sautet, elle a un petit rôle ici dans un Sautet Mado. Mado, exactement. Mais quand même, voilà, c'est un des rares, je me suis fait la réflexion qu'elle n'avait pas tourné avec Sautet. Si, voilà, un petit rôle donc dans Mado, mais Piala, Truffaut, Godard, Claude Pinoteau, Alain Cavalier, Bertrand Blier, c'est absolument Pierre Granier de Fer, c'est d'une densité hallucinante pour quelqu'un qui ne cherchait pas forcément la notoriété. Elle voulait travailler en tant qu'actrice, elle voulait faire son métier et bien le faire, mais je ne pense pas qu'elle se soit rêvée star dans ses jeunes années. D'ailleurs, elle a un parcours un petit peu sinueux durant son adolescence ou quand elle était jeune adulte. Rien ne laissait présager une carrière aussi immense pour Nathalie Baye. Vous nous avez apporté quelques extraits et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer les archives d'Europe 1. Que dites-vous Fabrice Lafitte, notre réalisateur, a sorti plusieurs extraits dans la journée. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Jeudi, c'est l'occasion de saluer le service archive de la maison Europe 1. Et je crois que le premier extrait que vous nous proposez, c'est un extrait de La Balance de Bob Swem, c'est bien cela ? Oui, un extrait de ce film sorti en 1982. Bouge pas, brigade mondaine. Donne le fric et j'oublie tout. Tire pas. C'est pas l'envie qui m'en manque. Il faut payer pour toucher. Heureusement, sinon je serais cocu. Dis donc, j'ai une surprise pour toi. Devine ? Si ça se mange pas, ça se porte. Tu brûles. Un pull en cachemire, hein. Comment t'as deviné ? T'es la seule à m'offrir des cachemires en été. On parle toujours pour un acteur du physique et il faudrait souvent parler de la voix. La voix, elle est reconnaissable immédiatement. Le rythme de voix, elle a une voix formidable. J'ai pensé à sa voix, moi, tout de suite, effectivement, quand on a appris sa disparition vendredi, parce que c'est vrai qu'elle avait une voix extrêmement rassurante, extrêmement douce, extrêmement délicate. D'ailleurs, il y a une anecdote assez belle, Pascal, quand elle était jeune, adulte, Nathalie Baye avait été engagée par l'écrivain Paul Morand pour faire la lecture à son épouse aveugle. C'était effectivement l'un de ses atouts, la voix de Nathalie Baye, qu'on retrouvera d'ailleurs pas qu'au cinéma, mais au début de l'un des grands chefs-d'œuvre de Johnny Hallyday, Quelque chose de Tennessee, c'est la voix de Nathalie Baye qu'on entend. La chanson des restos, le passage, c'est une chanson émouvante, souvent émouvante, mais c'est vrai que le passage avec la voix de Nathalie Baye, c'est quelques mots, mais ça suffit pour faire hérisser les poils. C'est vrai qu'elle avait une voix sans effet particulier, parce qu'elle cherchait pas non plus, elle haussait pas le ton, il n'y avait pas d'effet, etc. C'est avec un minimum d'effet, elle arrivait à nous toucher avec cette voix remarquable. On va marquer effectivement une première pause. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Nous aimions tant Nathalie Baye, a dit Emmanuel Macron. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ses dernières décennies du cinéma. Richard Berry, Nathalie, tu emportes avec toi nos fous rires et les temps de souvenirs de nos débuts. Ils étaient ensemble au conservatoire. Isabelle Adjani, Nathalie Baye, tu étais une actrice à la spontanéité éclatante dans ton sourire, dans le rythme moderne de ton jeu. Ça, c'est vrai. Tu offrais de l'inédit. Vous voyez, elle est toujours juste, Adjani. Elle est très intelligente dans le rythme moderne de ton jeu. C'est tout à fait ça. Mon inédit préféré chez une comédienne, c'est l'éclat de la sincérité. J'ai fait partie de ton public fidèle et j'ai toujours cru à la réalité humaine de tes personnages. Christian Clavier, grande tristesse d'apprendre la mort de Nathalie Baye. J'avais eu la chance de jouer avec elle et elle avait un talent immense. Je vais craquer. C'est un film extraordinaire, Je vais craquer. Effectivement. Oui.
Mayalène Trémollet, vous qui êtes la plus jeune d'entre nous, est-ce que vous êtes sensible à cette actrice et est-ce que la jeune génération s'intéresse à ces films? Alors j'ai été regarder justement à son décès pour essayer de me remémorer dans quel film j'avais pu la voir, et effectivement dans tous les anciens films, moi je ne la connaissais pas, je l'ai vue dans Attrape-moi si tu peux, il y a un film avec Leonardo DiCaprio, moi je l'avais découverte dans un épisode de 10% aussi où elle joue un rôle avec sa fille, et ensuite elle a joué dans des rôles modernes, mais c'est vrai que là je n'ai pas de rôle phare. Dans les années où elle a pu tourner, je crois, avec Jean-Luc Godard, avec Truffaut, etc. Il n'y a pas de rôle phare qui la distingue et qui fait, je pense, que ma génération l'identifie directement comme Emmanuel Béard, Manon des Sources, vous voyez. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. On n'a pas l'impression qu'il y a un rôle qui a marqué l'intégralité du reste de sa carrière, alors qu'on connaît les gens avec qui elle a tourné. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le cinéma, aussi, c'est générationnel. Et qu'effectivement, nous avons grandi avec Nathalie Baye. En plus, il y avait 3 chaînes de télévision simplement, ou 4, et c'est le cinéma du dimanche soir. Par exemple, le retour de Martin Guerre, c'est vraiment... Dans les années 80. C'est le profil du film du dimanche soir. Après, elle a tourné jusqu'à 2023. Moi, récemment, j'ai revu, je crois, 2 films où elle était. Il y avait Alibi.com et Ne le dit à personne. C'est des films quand même relativement récents. Et dans Ne le dit à personne, elle a le rôle de l'avocate, elle est extraordinaire. Donc c'est des films quand même assez récents. Extrait de 10%, Fabrice Lafitte. Et toi? Tu veux pas jouer avec moi? Non, mais attends, change pas de sujet. Je t'ai posé la question en premier. Oui, ça va, tu veux pas me répondre, ça veut tout dire. Tu veux pas jouer avec moi, j'ai compris. Ok, mais toi t'es ma mère. C'est monstrueux. Ah oui? Et d'être rejeté par la chair de sa chair, c'est mieux peut-être? Mais c'est quoi le problème? T'as honte de moi? Comme quand je t'accompagnais au collège, c'est ça? Alors ça dure toute la vie, ce truc-là? Il faut toujours que tu parles à ma place, hein. J'ai jamais dit ça. J'aurais passé tout le tournage à me faire traiter comme une gamine de 10 ans. Tiens-toi droite, tiens-toi droite. Alors, elle joue son propre rôle dans 10%, elle joue Nathalie Baye, et vous avez reconnu la voix de Laura Smet, qui joue Laura Smet, et c'est un extrait de 10% réalisé par Lola Doyon en 2015, dans le 3e épisode de la saison 1. Un extrait en 1983, elle reçoit le César de la meilleure actrice du film pour le film La Balance, extrait de La Réaction au micro d'Alexandre Lichamp, qui est une voix ancienne d'Europe 1. C'est beaucoup de choses d'un coup ce qui m'arrive là. Il y a 2 films qui marchent et puis j'ai été heureuse de les faire, et puis ce César, c'est... Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce César? Une très belle récompense, et puis c'est... Je suis très touchée que tous les gens, des personnes de ce métier aient voté pour moi. Ça me touche beaucoup, c'est bien. J'ai jamais eu de récompense à l'école, alors maintenant j'en ai, je suis très fière. Puisqu'elle parle de l'école, on peut parler de ces années de formation. C'est la grande époque du conservatoire, où ils sont tous d'ailleurs dans un film qui s'appelle La Gifle, où on retrouve Dussolier, Adjiani, toute la jeune garde Francis Perrin, Richard Berry. Richard Berry, il a une apparition. Il a les pieds sur la table dans le cours qu'est en train de faire Lino Ventura. Oui, on les voit tous aussi lors de la scène du match de foot. Ils sont tous réunis. Là. Oui. Exactement, mais je ne me souviens pas de Richard Berry. Bah oui, parce que c'est un plan furtif. Secondes, ouais. Il a les pieds sur la table. Il est, lycéen. Il joue un lycéen, alors qu'il est quand même plus vieux qu'être un lycéen. Et il y a Lino Ventura qui rentre et il a les pieds sur la table pour en signe de contestation. Peut-être en train de fumer, parce qu'on voit, en regardant La Gifle, en revoyant La Gifle, qu'on pouvait fumer. Moi, c'est là que j'ai appris qu'on pouvait fumer dans les amphis en 74. Non, fumer dans les amphis. Bien sûr. Mais en 84, tout le monde fumait dans les amphis. Dans l'amphi, les lycées. Même au lycée, on fumait. Mais non. Moi, je fume même pas beaucoup, mais tout le monde fumait. Même les élèves et le prof. Mais moi, j'avais un prof, je le dis sans arrêt, en CM2. J'avais un prof, CM2. Il arrivait le matin avec 2 ou 3 paquets de gauloises qu'il posait sur le bureau. Il disait aux élèves, je vous interdis toute votre vie de fumer, parce que je ne peux pas m'en passer. Et il fumait toute la journée, clope sur clope, comme on dit. Aucun des parents n'est allé se plaindre. C'était un professeur en 1974, je ne l'invente pas. Tout le monde savait que ce monsieur fumait pendant toute la journée. Il avait 3 paquets de gauloises. Aucun des parents n'aurait eu l'idée. Et ça, c'était répandu? C'était pas le seul? Non, là, ça a été c'est le seul prof que j'ai vu fumer, effectivement, dans mes années de collège. Mais je vais pas vous raconter notre vie. Nous, on allait en voiture. Mais à la fac, c'était normal. On fumait partout. On fumait dans les avions. On fumait dans les voitures. En voiture, je savais.
Vous, c'est aussi l'époque du vin à la cantine ou pas? Mais non, il n'y a pas de vin à la cantine. Non, mais il y en a 50, ça. Mais bien sûr, elle pense que c'est pas vrai ce que je dis. Mais bien sûr, le vin a été arrêté à la cantine en 53 54. Mais il y a des enfants qui buvaient du vin. Mais il y a des vidéos de Lina qui montrent que les enfants avaient leur première cigarette à 10, 12 ans et qu'elle leur était donnée par leur père. Il n'y a pas un parent qui parlait. Mais c'est une autre époque. Mais voilà, on a eu la plus jeune de la table et on a le plus ancien de la table. Gérard Carreau, demandez à Gérard. Mais vous aussi, Gérard, vous avez connu ça? Oui, bien sûr. Tout le monde a connu ça. En émission. Tout le monde de ma génération. Oui, tout le monde de ma génération a connu ça. Effectivement, le lait, c'est 53. C'est Mendes, oui. C'est une campagne pour le lait. Il l'a fait remplacer par des petits pots de lait là le matin. Non, mais c'est vrai, pour éviter qu'on continue à boire de l'alcool. Vous en buviez beaucoup? Vous aviez quel âge? Non, mais j'avais quel âge à l'époque? C'était, je sais pas, j'avais 10 ans. Bon, on est loin de Nathalie Baye. Je suis de 42, alors en 53, quand Mendes France a... Avec le cinéma, on arrive à tout, Pascal. Bon, revenons à Nathalie Baye pour vous. Effectivement, on fumait. Et d'ailleurs, dans tout ce cinéma-là, on fume en permanence. Elle fumait pas énormément dans les films Nathalie Baye, hein, non, contrairement à d'autres de sa génération. Elle fume dans Une semaine de vacances, par exemple. Voilà, que j'ai vu ça va avec son rôle. week-end. Film formidable qui est en avance sur son temps, parce qu'un film sur le burn-out à l'époque, en 80, c'était pas un sujet qui était souvent évoqué. Mais je l'ai revu ce week-end, je l'ai vu samedi. C'est formidable. Tenez, et écoutons un extrait. C'est un film de Bertrand Tavernier, très particulier dans la filmographie de Bertrand Tavernier, parce que c'est un film assez tendre, mais il l'avait écrit avec sa femme Colo Tavernier. Donc vous allez entendre peut-être Gérard Lanvin, Michel Galabru, Lyon, hiver 1980, une jeune enseignante, professeure de français, doutant d'elle-même et de sa vocation, prend une semaine d'arrêt de travail pour surmenage, une semaine de réflexion sur sa vie et sa carrière. C'est pas une question d'intelligence, Lucie. T'as du mal à apprendre certaines choses, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'ailleurs, le simple fait que tu viennes, c'est déjà une preuve d'intelligence. Il y a plein de gens qui étaient nuls à l'école et qui ont très bien réussi dans la vie. Mais moi, c'est pas juste à l'école. Écoute, Lucie, quelqu'un qui serait très beau, très fort en classe, très courageux, très tendre, très agile, ça n'existe pas. On a tous quelque chose de très et quelque chose de pas très. Moi, tes yeux, si j'étais un peintre, j'aurais envie de les peindre. Parce qu'ils sont beaux comme l'intérieur d'une forêt. On a tous quelque chose de très et quelque chose de pas très. C'est simple dans ce dialogue, mais je trouve que c'est merveilleux. Et là, elle parle à une élève qui est venue lui confier ses difficultés de classe. Et la jeune femme dit « Je suis pas très intelligente ». Et elle lui dit « Si déjà tu penses que t'es pas très intelligente, c'est que t'es intelligente. Parce que les gens qui sont intelligents ou qui se croient intelligents, ils ne disent pas ce que t'es en train de dire. » Mais cette phrase, vraiment, on a tous quelque chose de très, quelque chose de pas très. C'est ça du dialogue. Ouais. Et il y a une richesse. Il est formidable, hein, ce dialogue. Alors, on peut écouter également. Elle avait commencé avec François Truffaut. Elle est la script dans La Nuit américaine, qui est un film, c'est une ode au cinéma. Et puis elle est la voix, on l'avait dit, dans L'homme qui aimait les femmes. Et puis elle est dans ce film funèbre, moi que j'adore, La Chambre verte. Exactement, du même Truffaut, tout à fait. Qui est un film. Le rôle principal, oui. Ah oui, un des rôles principaux avec Julien Daven, c'est le héros du film. Julien Daven qui consacre toute sa vie à sa femme morte. Et qui ne supporte pas de refaire sa vie, comme on dit aujourd'hui. En fait, à chaque fois qu'elle a joué chez Truffaut, elle a tourné aussi avec Truffaut, parce qu'il était à chaque fois dans la distribution. Alors, écoutez ce qu'elle disait sur cette relation qu'elle a eue avec François Truffaut. Oui, François, en plus de ça, il y avait une grande complicité parce que c'était un metteur en scène avec qui j'ai joué. Dans La Nuit américaine et dans La Chambre verte, c'était mon metteur en scène et c'était mon partenaire. Et on avait beaucoup de fou rires et beaucoup on était très complices. Il avait très très peur de jouer. Il me disait « Oh là là, non Nathalie, là maintenant cette fois-ci je veux pas le faire, ce film c'est de la folie. » Il parlait comme ça, je dis « Si, il faut le faire. » Et j'aimais bien, il m'a fait aimer le cinéma. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans l'intonation de voix. Pour ceux qui connaissent Truffaut, quand elle a dit, elle avait très très peur de jouer. Elle a presque le rythme de voix de Truffaut, avec une voix si reconnaissable. Truffaut est si étonnante d'ailleurs, et qui était un comédien. D'abord c'est un metteur en scène, mais de temps en temps il a joué. Et c'est un comédien tout à fait étonnant. Alors certains trouvaient d'ailleurs qu'il jouait faux, comme Jean-Pierre Léaud. Parce qu'il parle comme ça, il parlait comme ça dans la vie. C'était leur manière d'être. Jean-Pierre Léaud, certains, qui a témoigné d'ailleurs, Jean-Pierre Léaud, qui est toujours de ce monde, qui est Antoine Doinel. Et c'est vrai que moi j'adore Jean-Pierre Léaud, mais
parfois, c'est un comédien très très particulier qui peut... J'ai passé 1 heure avec lui une fois dans ma vie, je pouvais en dire qu'il parle exactement comme ça. Donc, c'est sa manière d'être qui paraît... C'est pas qu'elle est fausse. Il pourrait venir, Jean-Pierre Léaud, vous pourriez le faire venir sur ce plateau? Je ne sais pas s'il se déplace encore aisément. Vous l'aviez rencontré où? Près de chez lui, dans le 5e arrondissement. Rue Edgar Quinet, il habitait. C'était en bas de la rue Mouffetard. Il habite dans le 5e désormais, il a déménagé. Je me baladais et je vois Jean-Pierre Léaud seul qui était en train de manger une tarte tatin. Je me suis dit, l'occasion est trop belle, donc je me suis assis à côté de lui. Je lui ai souri, je lui ai dit, ça me fait plaisir de vous voir. Il m'a dit, vous m'avez vu dans les films de François? Je lui ai dit, pas seulement. Et je lui ai sorti tous ses films depuis La Tour Prend Garde en 57 jusqu'au dernier qu'il avait tourné à l'époque. Et on a parlé pendant 1 heure. Et il était absolument charmant. Mais le temps s'arrête quand il parle. Et vous vous acclimatez à son phrasé. Vous êtes obligatoirement dans son monde.